Et on va plus loin ce matin avec notre invité Alexandre Delval. Bonjour. Bonjour. Géopolitologue, on rappelle votre dernier livre qui s'affiche sur l'écran, La stratégie de l'intimidation. Alexandre Delval, donc pour ce livre. Ma question va être très simple ce matin, c'est la question que beaucoup se posent, de Français d'ailleurs. Est-ce que tout ce qui s'est passé il y a maintenant plusieurs heures a été évitable ou pas? Ça aurait été en partie évitable. Mais je ne suis pas sûr que ce soit à cause des renseignements. Nos services de renseignement sont tout à fait compétents, ils savent très bien anticiper. Mais par exemple, quand vous mettez quelqu'un sur écoute, il faut une autorisation judiciaire pendant un certain temps. Au bout de quelques mois ou de quelques années, ça s'arrête. Il n'y a pas assez de budget pour mettre 18 000 ou 19 000 personnes fichées sur écoute en permanence. Pour les surveiller, il faut entre 10 et 15 agents de police. On n'a pas les moyens, on n'a même pas le quart du personnel nécessaire. Donc on a un problème de moyens, c'est de l'argent. On met l'argent ailleurs, dans le traitement social du chômage. Bien sûr, mais alors je vous pas dans la sécurité. maintenant, Alexandre Delval, parce que ce que vous dites aujourd'hui, c'est sûrement très vrai, je ne vous contredis pas bien sûr, mais je me mets à la place de ceux qui nous regardent ce matin et se disent, mais attendez, le risque est majeur aujourd'hui. Pourquoi on ne met pas les moyens là où ça fait mal? C'est la question ou pas? C'est une bonne question que les Français qui élisent régulièrement des hommes politiques devraient se poser à eux-mêmes. On est responsable des dirigeants qu'on a. Et si on a des dirigeants qui n'anticipent pas sur cela parce qu'ils mettent la priorité financière ailleurs, eh bien, il est peut-être un moment temps gentiment de les interpeller. Parce que c'est un problème de moyens. Tout le monde nous dit d'ailleurs qu'il faut s'habituer au terrorisme parce qu'on n'a pas assez d'agents pour surveiller les personnes fichées. On nous le dit carrément. Comme si ce n'était pas quelque chose de complètement choquant. Ce qu'on a très bien vu sur le domaine de l'intervention, oui. Maintenant on agit en un quart d'heure, 20 minutes. On a un réseau qui est extrêmement déployé, des gens extrêmement compétents, les policiers, le GIGN, le RAID. Oui. On leur tire encore une fois le chapeau ce matin. Mais là où on est mauvais, c'est dans l'anticipation. On sait surveiller des gens, mais là on n'anticipe pas l'achat de son arme, on n'anticipe pas son passage à l'acte. Est-ce que plus généralement, ce type de passage à l'acte est prévisible ou pas en amont si on surveillait beaucoup plus ces personnes fichées? Est-ce oui ou non? Ah oui, c'est tout à fait prévisible. Techniquement, c'est prévisible. C'est une question de moyens. On n'a pas de moyens. On n'a pas assez d'agents pour surveiller et rien ne remplace la surveillance humaine. Les caméras ne remplaceront pas l'intelligence humaine. D'ailleurs, il y a quelques années, on avait supprimé les ex-RG qui étaient justement une intelligence de proximité. Donc voilà, mais il faut augmenter les moyens et il y a aussi un dysfonctionnement de la justice que mon ami Georges Fenech pourrait très bien décrire également puisqu'il a été juge. La justice aujourd'hui n'est pas adaptée. Vous savez qu'en Amérique, on a arrêté Al Capone pour le fisc, alors qu'on voulait l'arrêter pour autre chose. Eh bien, par exemple, Jawad Abaoud, qui a été relaxé, et il s'est vanté de vendre de la cocaïne. Une juge me disait qu'il aurait pu se vanter de découper un enfant en morceaux. On ne l'aurait pas inquiété pour cela, parce qu'il n'y a pas d'interdépendance des parquets. Un parquet terroriste vous interpelle, eh bien, vous pouvez vous vanter de n'importe quoi. Si ce n'est pas lié au terrorisme, on ne peut rien faire. Ça veut dire qu'il y a aussi un dysfonctionnement de la justice, qui est, et aussi les juges des applications des peines, qui libèrent des meurtriers au bout de 3 ou 4 ans. Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui ôte une vie humaine soit libéré au bout de 3 ou 4 ans? Mais malheureusement, on en revient toujours au même. Manque de formation, de budget, des surveillants de prison qui sont dépassés et un manque crucial de place dans les prisons. Mieux que cela, quand j'étais au SGDN il y a de nombreuses années, nous avions une fiche sur un surveillant de prison qui était allé faire des stages sans solde, des congés sans solde. Il faisait des stages en Afghanistan, en passant par le Pakistan. Il était ultra radicalisé, il était surveillant de prison. La prison, aujourd'hui, est un incubateur de terroristes et au moins un incubateur d'islamistes. Et même les surveillants, parfois, sont convertis par des gens extrêmement doués, qui ont le don du verbe, qui ont une formation et qui savent convertir tout le monde autour d'eux. Est-ce que c'est normal? Ça dure depuis 30 ans. On n'a jamais... Les services de renseignement ont alerté depuis des années. On ne les a jamais écoutés. Alexandre Delval, vous êtes aujourd'hui géopolitologue. Si on regarde quelques instants, entre guillemets, si on peut le dire comme ça, le CV de ce terroriste, condamné à 1 mois de prison avec sursis en 2011 pour port d'armes prohibées. En 2014, il est fiché S pour radicalisation. En 2015, il est condamné à 1 mois de prison ferme pour trafic de stupéfiants. Il n'avait pas été là, comme vous le dites, emprisonné, ce jeune homme, seulement 1 mois avec sursis. Comment il s'est radicalisé en France?
si on met de côté la prison, le problème de la radicalisation en France aujourd'hui, est-ce qu'on le traite précisément ? On ne le traite pas, puisque ce que disait d'ailleurs un haut fonctionnaire du renseignement il y a quelques jours, c'est qu'on ne sait pas détecter quelqu'un qui a une intention de radicalisation politique ou terroriste, puisque souvent, on n'arrive pas à distinguer l'engagement religieux intégriste de quelqu'un de l'engagement politico-terroriste. À la différence d'autres religions, l'islam étant une religion politique et religieuse à la fois, on n'y arrive pas aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut tout simplement y arriver un jour ? La question est tellement complexe. Alors c'est très difficile, c'est l'objet de la fin de mon livre, La stratégie de l'intimidation. Il y a toute une théorie, toute une justification théologique non seulement du meurtre, mais aussi du mensonge. On appelle ça la taqiya chez les chiites, la ruse de guerre chez les chiites. La dissimulation. Vous savez, on peut même jurer sur le Coran quelque chose de faux quand on est habilité par Al-Qaïda ou par Daesh ou par d'autres groupes à mentir. Le mensonge va très loin. Et les juges qui n'ont pas... Il faut savoir quelque chose. Les juges, aujourd'hui, n'ont aucune formation en criminologie. Vous me croyez si vous voulez, c'est pas obligatoire. Aucune formation en criminologie. Des civils qui font des cours à Assas ont de la criminologie. Pas les juges de la magistrature française. Donc, il y a un déficit aussi de formation. Et croyez-moi, en islamologie, encore moins. Et quand des gens leur jurent sur le Coran qu'ils sont devenus des gentils soufis ou presque athées ou devenus très laïques, ben on a des juges qui les croient parce qu'ils se disent c'est pas possible de jurer quelque chose d'absolument faux. Donc on a des gens aussi qui sont des maîtres en tromperie et des juges qui sont souvent mal formés ou assez naïfs. Est-ce que aujourd'hui l'islam de France a un rôle à jouer concret pour tenter de diminuer ce genre d'attaque ou pas ? Mais bien sûr, l'islam de France a un rôle énorme et je le regrette sincèrement, il ne joue pas ce rôle. À part la mosquée de Paris, qui est un pôle relativement modéré, et l'imam Chalgoumi de Drancy, qui malheureusement n'a pas beaucoup de succès dans des banlieues où il est considéré comme une sorte d'islam faillot de la République. Parfois on dit l'imam des RG, etc. Enfin, c'est ce qu'on disait à l'époque déjà des RG, des imams qui étaient trop modérés. Malheureusement, il y a aujourd'hui un succès de l'islam radical et un discrédit de l'islam à l'eau de rose qui est considéré complètement illégitime dans de nombreuses zones. Et donc, il est temps de faire en sorte que un islam des Lumières, un islam éclairé, un islam aussi qui sache s'interpeller, soit mis en place. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a un attentat terroriste, moi, j'en parlais avec David Valla, vous savez, qui est un ancien terroriste français proche du réseau de Kelkal. Il disait il y a une difficulté à interpeller les sources de la violence djihadiste qui sont dans la charia, dans de nombreux textes de l'islam, et aucun imam aujourd'hui n'ose le dire. Je termine juste en vitesse. Ce que disent tous les imams officiels après les attentats, nous n'avons rien à voir avec cela. L'islam n'a rien à voir avec cela. Mais l'idéologie salafiste, elle vient d'où ? Elle vient des lieux saints de l'islam. Bien sûr qu'il y a un effort d'interprétation à faire et d'interpellation des textes sacrés qui justifient la violence. Alexandre Delvaye, il ne faut pas aussi non plus nier ce matin, et c'est important de le signaler, que la plupart des musulmans de France combattent cet islam radical aussi aujourd'hui, dénoncent ce qui se passe. Eh bien, je m'excuse, je ne suis pas tout à fait sûr. La plupart, oui. Mais beaucoup ne le font pas. Vous savez, il y a une enquête de l'Institut Montaigne qui montre que 46% des musulmans de France sont des bons républicains et feraient passer la République avant l'islam s'il y avait une guerre civilisationnelle. Et il n'y a aucun problème là-dessus. 25% sont considérés comme des conservateurs, c'est-à-dire qui sont favorables à la charia, bien entendu, sans être djihadiste. On peut être intégriste ou conservateur sans être pour le djihadisme. Et 28% sont considérés en sécession avec la République. Et ils font passer la charia avant la République et ils ont une conception parfois très, très simple de l'islam, qui est un islam considéré en gros comme un agent de rébellion contre le Gaulois, contre l'Occident. Et là, c'est les zones de non-droit où les caïds font la loi et les seuls que les caïds respectent sont des barbus qui sont également violents potentiellement. Mais ça, c'est une réalité que l'Institut Montaigne, ce sondage de l'Institut Montaigne a été réalisé par un musulman éclairé qui a écrit un livre d'ailleurs pour un islam de France, qui est d'ailleurs conseiller de M. Macron. Enfin, c'est des gens sérieux, c'est pas des populistes qui ont écrit ça. C'est extrêmement grave. Et c'est pareil dans toute l'Europe. Pourquoi ? Parce que ça fait 40 ans que les Européens, les dirigeants européens, ont donné sur un plateau d'argent nos compatriotes musulmans à des organisations radicales qui ont transféré, qui ont distillé une paranoïa, ce que j'appelle dans mon livre la paranoïsation des musulmans, en leur faisant croire que la société mécréante est foncièrement contre eux, que tout le monde déteste les musulmans, qu'il y aurait une sorte, même Plenel et ses amis islamistes et frères musulmans disent même
même qu'il y a un racisme d'État contre les musulmans. Mais vous vous rendez compte de la dangerosité de dire que l'État français serait raciste au niveau même étatique, qu'il y aurait une islamophobie d'État. La réponse doit être politique. Elle l'est aujourd'hui. Est-elle assez politique? Déjà, la réponse serait de dire il est faux qu'il y ait un racisme d'État. Il n'y a pas de racisme d'État. C'est un mensonge extrêmement grave qui rend les musulmans paranoïaques. Et quelqu'un qui a l'âme faible ou qui a déjà un ressentiment personnel, quand il entend même des imams tout à fait officiels parler systématiquement d'islamophobie, comme si on tuait des musulmans chaque jour en France, ce qui est faux, heureusement, comme si on les insultait chaque jour dans la rue, ce qui est faux, heureusement. Eh bien, beaucoup croient, alors qu'en fait, la religion la plus persécutée dans le monde, de loin, c'est le christianisme. Beaucoup de musulmans sont persuadés que quand il y a un attentat islamiste, c'est déjà une persécution des musulmans parce qu'on va faire un lien entre violence et islam. Mais cette absence totale de remise en question est distillée aujourd'hui par des imams. Parce que les imams, par exemple, le chef de l'islam de France aujourd'hui, c'est un Turc qui est marié à la cousine d'Erdogan et qui est un militant Erdogan. Est-ce que c'est normal que l'islam de France soit dirigé par quelqu'un dont le cœur vibre pour le sultan Erdogan? Hier, je vous ai écouté dans ce Létérien avec Thierry Ardisson, vous étiez face justement à Edoui Plenel. J'étais extrêmement attentif à l'interview, à l'échange parfois houleux. Edoui Plenel vous disait, vous savez Alexandre Delval, dans tous les attentats, il y a des morts musulmans. Bien sûr. Et vous n'avez pas, entre guillemets, reçu cet argument? J'ai pas pu le recevoir, puisque de toute façon, c'était pas à moi de parler, mais M. Bourdon, l'ancien des Inconnus, a été choqué par cela. Bien sûr, mais les nazis tuaient des Allemands également. Est-ce que ça veut dire qu'aucun Allemand était pro-nazi? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu... Vous voyez, c'est pas un argument. Bien sûr que les musulmans sont les premières victimes déjà dans les pays musulmans, et bien sûr qu'ils sont autant que les non-musulmans des victimes quand ils se trouvent dans un endroit où il y a un attentat. Mais dire cela n'empêche pas d'interpeller les textes. Et ce que je n'aime pas dans le discours de Plenel ou d'autres, c'est que quand vous parlez des textes de l'islam qui justifient le djihad, c'est ce que me disait l'ancien terroriste David Valla, qui connaît par cœur le Coran. Il me disait que la première chose qu'on fait quand on radicalise quelqu'un, on lui apprend les textes sacrés de l'islam qui justifient le martyr. Vous savez que le martyr est la seule chose qui donne la garantie d'aller au paradis dans le Coran et dans les hadiths et dans les interprétations classiques de l'islam. Donc, comment voulez-vous lutter contre un djihadisme si ce que j'appelle les coupeurs de langue dans mon livre, ceux qui vous empêchent de parler, vous interdisent d'interpeller les textes? C'est comme si vous vouliez lutter contre le nazisme, mais on n'a pas le droit de revenir à Mein Kampf. On n'a pas le droit de parler des protocoles de Sage de Sion ou du testament d'Hitler. C'est la même chose. Donc aujourd'hui, les coupeurs de langue, ceux qui nous empêchent de désigner la violence sacrée qui est contenue dans certains textes, sont finalement les complices des coupeurs de tête qui, eux, finalement, commettent des attentats au nom d'une violence sacrée qu'on n'a même pas le droit d'interpeller sous peine d'être traité d'islamophobe. Et ça me paraît extrêmement dangereux, cette façon de faire. Votre analyse ce matin, Alexandre Delval, géopolitologue, merci d'être avec nous.